Nous passons ici à la partie sociale du programme avec le chapitre 11 et les politiques sociales. Alors, les politiques sociales font suite à la Révolution française de 1789, donc nous donnons naissance à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Constitution, instaurant ainsi en fait des principes qui se doivent donc d'améliorer le bien-être global des citoyens. Donc ainsi, les principes mis en avant dans la Constitution vont être par exemple l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc l'égalité, en fait, pour l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur statut social. La fraternité, en fait, signifiait à l'époque la charité, et plus exactement, en fait, ce qu'on a transformé en solidarité. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, l'entraide entre les citoyens dans la société. Donc nous, ce que on nomme en fait vraiment de nos jours la cohésion sociale. Donc en effet, la République, elle se doit d'être sociale et donc de favoriser la vie des hommes en société. Donc pour cela, les politiques sociales sont créées dans le but d'amener un équilibre dans la société, donc entre les hommes dont les ressources sont suffisantes pour vivre et ceux qui ont besoin d'aide pour vivre. Donc il va s'agir d'aider les populations les plus fragiles, telles que les enfants, les personnes âgées en situation de handicap par exemple. Donc pour cela, je vais vous donner donc des exemples des premières en fait politiques sociales qui ont été mises en place pour vraiment en fait venir donc, en aide aux individus. Donc entre autres, on a l'interdiction du travail des enfants de 1874 ou encore en fait la loi sur la création des associations. Donc pourquoi je vous donne en fait ceci, puisque en fait l'interdiction du travail des enfants de 1874 est en fait la vraie première politique sociale, et ensuite la loi sur la création des associations de 1901, c'est simplement parce qu'il existait de très nombreuses associations qui n'étaient pas déclarées, qui n'étaient pas officielles et qui luttaient contre la pauvreté, et en instaurant en fait une loi sur justement les associations qu'elles puissent devenir officielles. Donc l'État montre ici en fait sa préoccupation justement pour les associations et notamment pour ce dont elles luttent. Alors il faudra attendre 1945 et la création du système de protection sociale pour véritablement appuyer sur l'importance des politiques sociales dans la lutte contre les inégalités sociales et la prise en charge en fait de ce que sont les risques sociaux. Donc ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, on peut voir que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été adoptée par l'ONU, donc elle ancre véritablement l'importance des politiques sociales pour l'équilibre donc de tous les pays. Donc l'article note ici que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Donc elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens, de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Donc on voit véritablement ici que les politiques sociales veulent lutter donc, contre les problèmes rencontrés par les diverses populations, donc notamment donc, par rapport à des risques sociaux qu'elles peuvent encourir, qui vont en fait engendrer des inégalités sociales. Alors, justement, ce que sont les inégalités sociales? Donc en fait, les inégalités sociales, quelque part, elles ont toujours existé, mais elles étaient peut-être un peu moins prégnantes qu'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus visibles, dues en fait aussi, notamment, elles sont vraiment véritablement arrivées dans notre société avec l'augmentation du chômage dans les années 80. Donc en fait, cela a vraiment impacté notre société et a vraiment en fait divisé notre société. Donc les inégalités sociales, donc une inégalité sociale, ça correspond à une différence de situation donc entre des individus en raison de leurs ressources, par exemple en raison de leur diplôme,
de leur emploi, de leurs revenus, et donc de leur pratique. Par exemple, en fait, on va avoir des différences justement dans l'accès à la santé, dans le logement, dans la situation donc face à l'emploi, des personnes qui vont avoir un emploi en CDI, donc à durée indéterminée, contre des personnes qui vont travailler en intérim ou en CDD ou voire à temps partiel. Donc le problème que l'on a en fait avec ces inégalités sociales, c'est qu'elles se rencontrent aussi, donc elles sont liées aussi aux risques sociaux. Donc les risques sociaux, ce sont en fait des risques que courent certaines personnes, donc de subir un événement qui affectera leur position sociale, financière ou économique. Donc on a des risques sociaux en fait qui sont liés, on va dire, aux aléas de la vie, comme par exemple la vieillesse, comme la maternité. Mais on a des risques sociaux en fait qui vont être plus liés justement à un événement non maîtrisé, non maîtrisable de notre vie. Par exemple, je prends donc justement le fait de se retrouver au chômage, le fait d'avoir subi un accident du travail et de se retrouver en invalidité, le fait de divorcer, de se trouver en fait seul à élever ses enfants. Voilà, ce sont donc des risques sociaux en fait qui ont émergé au fur et à mesure du temps, et notamment donc avec l'augmentation du chômage. Et en fait, ces risques sociaux, ils vont en fait creuser justement les inégalités sociales dans la population. Donc les politiques sociales, elles vont donc prendre en charge de nombreux besoins, tels que la santé, la famille, le logement, l'exclusion ou encore le travail. Donc les politiques sociales, elles vont vraiment agir pour les personnes qui vont avoir besoin donc d'une aide. Alors ainsi, les politiques sociales, donc elles prennent leur origine au XVIIIe siècle avec la Révolution de 1789 et les textes officiels qui s'en suivirent. Ce n'est qu'en 1945 qu'elles prennent tout leur sens avec la création du système de protection sociale qui permet de traiter les risques sociaux. Puis, dans les années 80, avec l'augmentation du chômage, entraînant de nouveaux risques sociaux et creusant donc ainsi les inégalités. Elles prennent en compte donc les besoins des individus qui nécessitent une aide. Les politiques sociales désignent alors les actions des pouvoirs publics ayant pour but de protéger les individus et de réduire les inégalités. Les politiques sociales vont alors favoriser la protection des droits dits fondamentaux, dits essentiels en fait à la vie, tels que se nourrir, se loger, se soigner, en les établissant par des textes en fait qui vont être officiels. Par exemple, cela va devenir le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail, et ainsi de suite. L'État donc se doit de prendre en charge ces risques et ces inégalités, donc ces politiques sociales. Il faut qu'ils garantissent en fait un équilibre à tous et surtout donc de bonnes conditions de vie pour les plus fragiles. Donc ainsi, l'État garantit la prise en charge des risques sociaux par la mise en place de politiques sociales. Il assure le bien-être des citoyens et plus particulièrement ceux des plus fragiles. Donc on notera que ce sont bien les citoyens, les usagers qui sont au cœur des politiques sociales. Donc tout comme pour les politiques sanitaires. Donc la place de l'usager des citoyens est donc très importante dans les politiques sociales car il est donc l'acteur et le bénéficiaire. Donc cela est réaffirmé dans la loi du 2 janvier donc 2002 qui réaffirme donc la place de l'usager et donc leur protection. Donc l'État va protéger la population et l'aider donc dans des domaines qui vont être essentiels à son bien-être. L'État a pour mission de protéger et d'aider la population dans les domaines qui sont essentiels de la vie. Mais en fait, l'État, pour assurer justement ces missions-là, il va devoir en fait compter sur tout le monde. D'où en fait le principe justement de solidarité. En fait, il doit vraiment garantir la cohésion sociale. Et donc, pour cela, il va demander en fait un effort des plus riches vers les plus pauvres. Donc, il doit contribuer à la répartition des richesses et à la réduction de la pauvreté dans le pays, afin que tous puissent vivre dans des conditions dignes. Les politiques sociales sont financées par la solidarité. Les cotisations sont versées par ceux qui en ont les moyens et les allocations sont versées à ceux qui en ont besoin. Ainsi, les actifs cotisent pour les chômeurs et les retraités. Donc les bien portants en fait vont cotiser quelque part pour les malades.
si je schématise, donc les impôts, par exemple, qui sont donc des cotisations dont les cotisations font partie, donc par exemple les impôts sur le revenu, les cotisations salariales, elles vont en fait, les impôts vont permettre, de financer l'aide que l'on va justement apporter aux plus fragiles. Et ce, en fait, vraiment pour réduire les inégalités. Donc il y a vraiment en fait ici une notion d'entraide. C'est vraiment en fait on fait participer un maximum la population pour en fait garantir un équilibre. Alors comme les politiques sociales, elles interviennent dans de très nombreux domaines, comme vous pouvez, on a pu ici le voir, vous avez pu le voir dans les risques sociaux notamment, par exemple. Il faut alors en fait, on voit un petit peu, il faut voir un petit peu comment elles s'organisent. Donc, on a pu voir par exemple que les politiques sociales vont agir pour les familles monoparentales, donc par exemple pour les femmes seules élevant leurs enfants. Elles peuvent agir aussi pour lutter contre les problèmes que rencontrent les personnes migrantes, les personnes aussi en situation de handicap. Mais les politiques sociales, elles peuvent aussi intervenir sur l'emploi ou également par exemple sur l'accès à l'éducation. Donc en fait, il faut forcément organiser ces politiques sociales. Vous voyez qu'elles vont agir aussi bien sur un public que sur un secteur. Elles vont donc s'organiser en fait sous 3 formes. Donc ainsi, on aura par exemple les politiques catégorielles qui vont elles concerner une population ciblée. De l'autre côté, vous aurez les politiques en fait, sectorielles qui elles vont concerner un secteur particulier. Ici, en fait, ces politiques sociales vont lutter contre les inégalités sociales. Mais il n'y a pas que ça, parce que malheureusement, en fait, aujourd'hui, on fait face à d'autres inégalités qui vont, elles, être territoriales. On a pu le voir dans des chapitres, notamment précédents. Le problème, c'est que, justement, ces inégalités sociales et territoriales, elles peuvent être en lien. Exemple, une femme donc seule qui élève son enfant, qui a des difficultés justement concernant l'accès à l'éducation de ses enfants, notamment par exemple pour payer tout ce qui va concerner la cantine, le matériel scolaire. Elle va aussi peut-être avoir du mal à trouver un emploi. Et malheureusement, sachant que c'est une femme seule qui élève son enfant, elle vivra, on va dire, dans la majorité des cas, dans un quartier qui peut être défavorisé ou à la campagne, donc voilà, on va dire dans un logement qui va être davantage précaire. On va donc en fait organiser les politiques dans une autre approche que les deux que l'on a vu précédemment, qui va essayer en fait d'être beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vraiment, cette approche, elle va lutter contre les inégalités sociales et contre les inégalités territoriales. C'est ce qu'on appelle en fait les politiques transversales. Alors, les politiques transversales, donc elles sont plus larges, mais je vais vous les aborder en fait après. Parce que ça demande en fait, je trouve, plus de détails. Donc, on va essayer en fait ici de définir ce que sont justement les différentes approches en politique sociale. Donc, les politiques sociales intervenant dans un vaste champ, il a fallu organiser cela en 3 approches. Les politiques catégorielles qui répondent aux besoins d'une population ciblée, donc par exemple l'enfance en danger, les personnes âgées, les personnes migrantes, et les politiques sectorielles qui agissent sur un domaine particulier, par exemple l'emploi ou le logement. Donc, en outre, les politiques sociales luttent ici contre les inégalités sociales, mais il existe également de plus en plus d'inégalités territoriales. Aussi, elles sont de plus en plus complémentaires et interagissent ensemble. Donc, de là vont arriver les politiques transversales. Donc, la 3e catégorie est donc plus large. Les politiques transversales concernent plusieurs domaines tels que l'emploi, l'éducation, l'habitat, l'accès aux soins et peuvent cibler plusieurs groupes de personnes. Elles se veulent participatives entre les individus et tous les acteurs qui vont intervenir. Donc en effet, je vais développer donc par la suite ce que sont donc les politiques transversales. Ici, c'est simplement un petit schéma pour
Voilà, un petit peu imagé justement les trois approches en politique sociale que vous pouvez rencontrer. Donc revenons aux politiques transversales. Donc comme je vous ai dit, elles sont vraiment en fait beaucoup plus générales, beaucoup plus globalisantes. Voici un exemple de politique transversale qui est la politique de la ville. Donc elle a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales dans des quartiers en fait qui vont être en difficulté par la mise en place de contrats de ville qui se veulent participatifs. En effet, les habitants sont au cœur des politiques de la ville car elles préconisent de les rendre acteurs du changement. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. On peut se retrouver face à justement un groupe d'individus qui se retrouvent en fait à subir plusieurs inégalités sociales. Et généralement, ces inégalités sociales, elles sont amplifiées avec justement les inégalités territoriales et sont généralement en lien puisque les personnes justement concernées par ces inégalités sociales vivent dans des territoires, on va dire, davantage défavorisés. Donc, un exemple de politique de la ville. Je suis désolée, ça risque d'être un petit peu long à ouvrir. Donc, on est sur le projet de renouvellement urbain du quartier de Presles, donc AQC. Donc, vous pouvez voir en fait ici qu'ils sont en train en fait de réaménager donc tout un quartier. Donc, en effet, donc, on nous explique que le quartier compte près de 2000 habitants et plus de 400 logements. Et on nous précise également que ces logements en fait sont des logements sociaux. Et qu'il y a en fait déjà certains aménagements. Mais on nous explique en fait que ce quartier, il est en proie donc à des difficultés socio-économiques qui sont grandissantes. Donc c'est ce que je vous expliquais, il fait face donc à des inégalités sociales et territoriales qui vont être grandissantes. Donc l'objectif ici en fait de cette politique transversale et donc de la politique de la ville, ça va être justement de lutter contre ces inégalités. Et donc ils vont réaménager par exemple tout un quartier. Voilà. Donc renouveler profondément son attractivité en l'ouvrant sur les quartiers environnants et on va donc par exemple faire des travaux donc d'embellissement. Un autre exemple en fait de politique qui va être également donc, transversale, ça peut être par exemple la politique de la pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Donc où différents dispositifs sont mis en place et mutualisés. Donc par exemple le Pôle emploi, RSA, droit au logement, droit à l'accès aux soins, selon ce qui est rencontré par les individus et qui va donc favoriser leur accès. En effet, en fait, la pauvreté, ce sont différentes situations, mais généralement on va dire une situation de pauvreté entraîne une autre situation de pauvreté. Donc, ainsi, ici un exemple en fait de politique de lutte contre la pauvreté. Vous allez voir en fait qu'elle est également en fait globale, elle va agir sur plusieurs choses. Elle va être donc transversale. Excusez-moi, c'est encore un petit peu long à ouvrir. Allez. Voilà. Une politique sociale, on passe donc sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, donc on est totalement sur la politique sociale. Donc investir dans les solidarités pour l'émancipation de tous. Donc rien que dans le titre, on voit donc qu'elle est davantage transversale puisque elle va agir en fait pour tous, que ce soit pour les jeunes, pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Donc il va y avoir en fait différentes choses qui vont être mises en place pour qu'elles soient donc plus globales. Donc, ici vous voyez, vous avez un constat. Alors c'est pareil. Donc, vous voyez une stratégie élaborée avec les personnes et les acteurs concernés. Donc, chose que je ne vous ai pas non plus précisée, c'est que dans les politiques transversales, on va essayer aussi, et même dans les politiques sociales générales, on va en fait investir un maximum en fait les citoyens.
Voilà. Donc je vais vous expliquer ça en fait après. Donc là par exemple, ces politiques, elles vont agir sur plusieurs domaines. Vous voyez que là par exemple, elles agissent sur une solution d'accueil pour tous et sur tout le territoire. Donc par exemple pour les mamans qui travaillent, qui sont celles qui travaillent et qui ont des enfants à charge. Elles vont aussi agir donc je ne sais plus où c'est, voilà, sur les droits des enfants. Elles agissent aussi voilà, sur l'accès à la formation des jeunes. Donc vous voyez que on est vraiment totalement dans une politique donc, transversale. Pour que ces politiques soient efficaces, mettre en commun plusieurs domaines pouvant concerner plusieurs groupes d'individus paraît indispensable à l'intégration des individus dans la société, afin de réduire les inégalités sociales et territoriales. Toutefois, donc, il faut rendre les individus acteurs, car la participation des individus peut être appréhendée et conçue comme un engagement, un travail qui implique un degré d'autonomie ou un accompagnement à l'autonomie des usagers, des citoyens, lorsque cela est possible. Donc, en effet, dans les politiques sociales, en fait, vous devez de rendre acteurs donc la population, les citoyens, afin en fait qu'ils s'engagent dans le parcours justement d'amélioration en fait qu'ils veulent amener à leur vie. Donc quand c'est possible. Voilà, attention, donc ça je vais le préciser juste après, mais quand c'est possible. Donc les politiques sociales, voilà, il faut vraiment en fait qu'on rende acteurs les personnes qui vont être amenées justement à en avoir la nécessité. Pour mettre en place en fait donc les politiques sociales, donc l'État va donc être le précurseur des politiques sociales. Ces politiques sociales, elles vont donc concerner donc la population, les citoyens. Donc l'État met en place des politiques sociales. Mais pour qu'ils mettent en place ces politiques sociales à destination justement des citoyens, il va engager en fait des mesures d'aide, des actions sociales, par exemple. Donc, les politiques sociales, c'est quelque chose qui va être donc général, mais pour justement qu'elles puissent s'accorder aux citoyens, donc on va mettre en place des mesures d'aide financière, des mesures donc d'action sociale. Forcément, pour qu'à un moment donné, on puisse mettre en place ces mesures à la population, on va avoir besoin en fait d'acteurs de terrain. Ces acteurs de terrain, en fait, ce sont tous les travailleurs sociaux. Donc les travailleurs sociaux, il en existe beaucoup. Vous avez, par exemple, les personnes qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap, les personnes qui interviennent auprès des enfants, en fait, par exemple, dans du soutien scolaire, tout ce qui va être les psychologues, tout ce qui va être les médiateurs, sociaux ou familiaux, tout ce qui va être les chargés d'insertion qui interviennent par exemple dans les missions locales, les conseillers qui interviennent au Pôle emploi, les éducateurs, les animateurs aussi de quartier. Donc en fait, l'État a besoin des travailleurs sociaux pour justement mettre en place ces politiques sociales par la mise en place de mesures d'aide ou d'action sociale. Mais forcément, ils ne peuvent pas mettre ces politiques sociales en place comme ça. Il va falloir en fait qu'ils aient une méthode de travail, ce que l'on appelle donc justement les modes d'intervention sociale. Donc les modes d'intervention sociale, donc, il en existe 3. Donc, pour mettre en place ces différentes politiques sociales, les travailleurs sociaux utilisent 3 modes d'intervention en fonction donc, des personnes et de leur situation. Puisque, en effet, je vous ai dit qu'il fallait rendre acteurs les personnes qui vont être concernées. Sauf que cela va dépendre en fait, de leur situation personnelle et de leur possibilité en fait, de devenir autonome. Ainsi, donc, pour mettre en place les politiques sociales, on va, par exemple, dans un premier temps, donc, les assister. Donc, on a l'assistance. Donc, ce sont des prestations, donc en espèces, donc des prestations financières ou en nature, qui sont assurées par les collectivités
locales, les collectivités territoriales, telles que le département, les mairies, etc. Donc, des exemples en fait de prestations en espèces ou en nature. Donc en prestations en espèces, donc des aides financières, vous allez avoir par exemple en aide financière, donc les minima sociaux pour les personnes qui vivent aussi donc sous le seuil de pauvreté. Vous allez avoir par exemple une aide au logement, un APL pour que les personnes puissent avoir accès à un logement. Vous allez avoir les prestations d'accueil du jeune enfant, donc pour pouvoir justement faire garder votre enfant auprès d'une crèche ou d'une nourrice. Vous allez avoir aussi donc, par exemple l'allocation de rentrée scolaire pour financer, on va dire, tout ce qui va être les fournitures scolaires à la rentrée, ce qui coûte quand même très cher. Donc aussi, donc cela ça va concerner les ménages en fait modestes. Et vous allez avoir donc l'allocation, un autre exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est une allocation qui leur est versée tous les mois pour subvenir à leurs besoins. Donc là, on est dans les prestations en espèces. En ce qui concerne les prestations en nature, ça va être davantage, par exemple, des bons alimentaires ou des bons vacances, pour que les enfants puissent partir en vacances, donc en colonie, ou par exemple les mettre en centre de loisirs. Vous allez donc, par exemple, avoir aussi, comme prestations en nature, des aides qui sont donc apportées aux personnes âgées, donc qui vont être à domicile. Donc distinguez bien ici donc prestations en espèces et prestations en nature. Donc en espèces, c'est plus l'aspect en fait qui va être financier, où on vient apporter une aide financière. En nature, en fait, ce sont des aides plus supplémentaires. Voilà. Donc là, on est bien en fait dans le premier mode d'intervention des travailleurs sociaux qui va être l'assistance. Un autre mode en fait d'intervention des travailleurs sociaux pour qu'ils mettent en place donc les politiques sociales va être l'accompagnement social. Donc c'est l'une des modalités d'intervention des travailleurs sociaux. Elle se fait avec la personne concernée par la difficulté, donc la personne concernée par la difficulté, via un mode de contractualisation qui permet de la rendre actrice de son parcours. Donc les travailleurs sociaux sont davantage des accompagnateurs des individus dans le développement de leurs capacités et la construction de leur autonomie. Donc en effet, ici en fait, le travailleur social va accompagner donc, la personne qui a besoin d'aide en contractualisant. C'est-à-dire en fait que la personne en fait qui a besoin d'aide, par exemple, elle vient demander au travailleur social une aide financière, une aide quelconque, et derrière, en fait, le travailleur social lui demande de s'engager à fournir des justificatifs de recherche d'emploi ou toute autre chose, ou il doit s'engager à faire telle ou telle chose. Par contre, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est que ce mode en fait d'accompagnement, il doit s'adapter en fonction du public encadré. Si vous vous retrouvez face à une personne en situation d'handicap avec un très fort taux d'incapacité, vous ne pourrez pas à un moment donné l'amener à une totale autonomie, c'est impossible. Donc vraiment, en fait, ce mode d'accompagnement social va vraiment s'adapter au public que vous allez rencontrer, que vous allez encadrer. Un autre mode d'intervention, c'est le développement social local. Donc là, en fait, ça se fait par la participation citoyenne. Donc on est toujours en fait dans rendre acteur la population. Donc en effet, il s'agit de vouloir développer son cadre de vie pour la mise en place de projets. Donc les projets mis en œuvre émanent des habitants avec l'aide des associations, etc. Donc là, par exemple, on reprend un quartier sensible, un quartier défavorisé, par exemple, et la population qui souhaite créer une manifestation, une grande journée où il y aurait donc des jeux, des choses qui seraient proposées donc à la population du quartier. Donc dans ce cas-là, en fait, la population peut faire appel aux associations du quartier, aux institutions telles que la mairie, par exemple, pour justement mettre en place ce projet.
Voilà. Donc là, vous êtes véritablement dans les 3 modes d'intervention sociale qui permettent en fait après donc justement la mise en place des différentes politiques que l'on a vues, donc des différentes politiques que sont les politiques catégorielles, sectorielles et transversales. Donc là, par exemple, on peut s'apercevoir que le développement social local va davantage toucher les politiques transversales puisque elles interviennent en fait davantage sur un quartier qui va être défavorisé. Avec en fait la mise en place derrière donc 2 projets qui vont émaner donc de différents acteurs de la population, mais également en fait par exemple des mairies. Donc je reprends par exemple l'aménagement, justement le réaménagement du quartier que je vous avais donné en exemple. On est totalement là-dedans. Les autres modes vont davantage être plus dans du catégoriel ou du sectoriel. Voilà, l'assistance et l'accompagnement social vont davantage être dans du catégoriel et du sectoriel. Donc en conclusion, les politiques sociales sont indispensables à la cohésion sociale de notre société. Elles ont été instaurées afin de garantir l'égalité des citoyens, l'usager se retrouvant au cœur de ces politiques puisqu'il est donc le premier concerné, qu'il est aussi acteur de ces politiques. Il existe différentes manières d'intervenir dans les politiques sociales, cela va dépendre en fait du besoin de la personne. Néanmoins, il est à noter que la société évolue et que les politiques sociales, en fait, elles doivent s'adapter, elles doivent évoluer également. Donc, ce que l'on va voir en fait dans les prochains chapitres, c'est justement par rapport à cette évolution de la société et des problèmes en fait qui peuvent en être liés, des inégalités aussi que l'on peut rencontrer, comment mettre en place en fait des politiques sociales.